C'est fascinant, la façon dont les déséquilibres économiques extrêmes donnent naissance à des idéologies, je suppose, pour expliquer la supériorité là où le pouvoir est concentré. Et si je peux me permettre, Glenn, il y a une chose qui m'intéresse et qui me surprend beaucoup. Si l'on se penche sur les écrits des plus grands penseurs européens, par exemple le philosophe Emmanuel Kant, qui est sans aucun doute l'un des grands génies de la civilisation occidentale, on trouve disséminé dans ses œuvres, même si ce n'était pas sa préoccupation principale, une vision très racialisée de la supériorité européenne. Et on lit cela avec une certaine stupéfaction, car il était le grand universaliste. Il était le grand théoricien, en effet, de l'impératif catégorique, qui posait des normes universelles de comportement. Mais l'idée que l'Europe serait intrinsèquement la civilisation supérieure est profondément ancrée, bien sûr, dans un large éventail d'idéologies qui s'étendent de la Renaissance aux Lumières, à la période du nationalisme romantique au XIXe siècle, puis au nazisme et à d'autres idéologies du XXe siècle fondées sur la supériorité de la race, de la religion ou de quelque autre attribut de la culture européenne qui conférait le droit de dominer. Et c'est là que tant de choses déraillent dans notre façon de penser. Ces croyances deviennent profondément enracinées, peut-être pas de façon explicite, peut-être même sont-elles niées à un certain moment, mais elles sont présentes dans la manière dont nos gouvernements, nos États abordent les questions internationales. Était-ce le 300e anniversaire d'Emmanuel Kant l'année dernière à Kaliningrad? Et cela m'a frappé. Il y avait un certain universalisme derrière cela, mais aussi un sentiment de supériorité. Ce qui était intéressant avec Samuel Huntington, c'est qu'il a souligné que les pays occidentaux ont tendance à croire que nous dirigeons le monde depuis des siècles grâce à nos idées, nos valeurs et notre idéologie supérieure. Mais il a soutenu qu'il s'agissait en réalité de la maîtrise d'armes plus efficace, du contrôle des routes maritimes et d'une avance dans la révolution industrielle. Et le reste du monde n'ignore pas cela, que c'était de la violence organisée. Mais cela soulève la question, en quoi cela conduira-t-il à une forme différente de domination par la Chine? Car si le monde eurocentrique était composé de tous ces empires sur un petit continent, comment cela a-t-il façonné notre manière de voir le monde? Nos théories politiques ont tendance à supposer qu'il existe une rivalité géopolitique inévitable, presque comme une loi de la nature. Selon vous, en quoi la Chine serait-elle différente? Sa mentalité géopolitique serait différente, n'est-ce pas? Par exemple, comparé à la façon dont les Européens se sont comportés, car nous avons toujours supposé que tout était universel. C'est aussi une question absolument fascinante et très débattue, je dirais, mais j'ai mes propres opinions que je vais partager. L'événement décisif dans la culture politique occidentale, si je puis m'exprimer ainsi, est l'an 466 après Juncising, c'est-à-dire l'effondrement de l'Empire romain d'Occident lorsque Rome a été conquise par des envahisseurs germaniques. À ce moment-là, cela a été un long processus, mais avec la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe s'est fragmentée en de multiples entités politiques. En fait, il y avait un kaléidoscope complexe et remarquable d'entités politiques. Cités-États, royaumes, duchés et toutes les formes imaginables d'organisation politique, du plus petit niveau jusqu'aux empires européens potentiels qui n'ont jamais vraiment tenu leurs promesses, comme le Saint-Empire romain que Charlemagne, en quelque sorte, a initié. Mais comme on l'a souvent dit, ce n'était jamais vraiment saint, jamais vraiment romain, et jamais vraiment un empire tel qu'il se présentait. Mais l'essentiel, c'est que l'Europe a été et est restée, malgré les ambitions napoléoniennes, malgré les ambitions de Charlemagne, malgré ce qu'a tenté Hitler, jamais une entité politique unifiée.
Et l'Union européenne d'aujourd'hui est d'un autre ordre et reste une construction très faible d'une sorte d'organisation politique à l'échelle européenne. L'Europe s'est fragmentée et s'est essentiellement livrée à des guerres internes pendant 1500 ans. Et la guerre est devenue la norme. Réfléchir à l'art de gouverner, c'était réfléchir au conflit en Europe. Ainsi, l'idée selon laquelle l'art de gouverner est anarchique, la célèbre hypothèse du réalisme dans la théorie des relations internationales, constitue une première projection pertinente de la réalité européenne, grosso modo de l'an 500 après J.C. jusqu'à au moins, disons, 1950. L'idée que les États s'affrontent donc, se font concurrence, se combattent, se conquièrent, se vainquent, succombent, etc., relève de la pensée politique européenne. L'histoire de la Chine est très différente. La Chine s'est unifiée en 221 avec J.C. sous la dynastie Qin, la première unification. Et la Chine est géographiquement une sorte de boîte. Cette boîte est bordée au nord par la région steppique aride, dite des terres sèches, à l'ouest par l'Himalaya, au sud par les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, et à l'est par la mer de Chine orientale, l'océan Pacifique. C'est une entité qui est devenue un État administratif unifié, il y a plus de 2000 ans. La Chine s'est fragmentée à certaines époques. La dynastie Qin a laissé place à l'ère Han. L'ère Han s'est disloquée, puis a été réunifiée plus tard sous les dynasties Tang, Song, Yuan, Ming et Qing. Mais on peut dire que pendant la majeure partie des 2200 dernières années, la Chine a été un État administratif centralisé. Et la philosophie qui sous-tend la Chine est une philosophie confucéenne, qui met l'accent sur l'importance de l'harmonie pour assurer le bon fonctionnement de cet État intégré. La question fait débat. Cela conduit-il à une forme différente d'art de gouverner pour la Chine? Ma réponse est oui, c'est le cas. En réalité, la Chine ne pense pas en termes d'art de gouverner international anarchique à l'occidental. La Chine pense en termes d'un grand État chinois, où l'ordre interne est décisif et où l'impérialisme extérieur n'a jamais été la règle pendant 2000 ans. La Chine est vaste et ne recherchait pas de territoire d'outre-mer. Dans l'ensemble, oui, on peut citer des cas particuliers et des épisodes précis, mais dans l'ensemble, la Chine entretenait des relations pacifiques avec ses voisins. Je vais donner un exemple. De 1368, qui marque le début de la dynastie Ming, à 1839, qui correspond à l'invasion britannique de la Chine lors de la première guerre de l'opium. Donc pendant environ, qu'est-ce que ça fait, 500 ans, la Chine n'a pratiquement mené aucun combat avec ses voisins d'Asie de l'Est, avec le Japon, avec la Corée et avec le Vietnam. Avec le Vietnam, il y a eu une période de guerre d'environ 17 ans au XVe siècle. Avec la Corée, à ma connaissance, la Chine n'a jamais envahi la Corée, pas une seule fois. Mais la Chine était la puissance dominante. Et dans la diplomatie occidentale, on dirait que la Chine aurait envahi et pris le contrôle. Jamais essayé. La Chine n'a jamais, durant cette période, envahi le Japon, pas une seule fois. Elle a été envahie par le Japon une fois, en 1592 je crois, ou du moins il y a eu une tentative d'un shogun japonais, un commandant militaire, d'envahir la Chine. Cela a échoué bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu essentiellement un demi-millénaire de paix en Asie de l'Est. On parle parfois de la paix confucéenne. Maintenant, lorsque j'en discute avec notre ami John Mearsheimer, un cher ami et à mes yeux un grand politologue, il dit non. La Chine se comportera exactement comme n'importe quelle autre grande puissance. Et il n'est pas d'accord avec cette idée selon laquelle la Chine aurait une diplomatie différente. Je ne suis pas d'accord. J'aime et j'admire John, mais je ne partage pas son avis. Je pense que la vision chinoise de l'art de gouverner est différente et qu'elle a été façonnée 2000 ans d'histoire distincte.
Professeur Sachs, c'est toujours fascinant de vous écouter. Merci beaucoup. Je pense que ce sera un point clé dans les années à venir. Dans quelle mesure l'art de gouverner de la Chine est-il fondamentalement différent de celui de l'Occident? J'aimerais vous voir débattre de ce sujet avec Mearsheimer. Merci encore pour votre temps. Nous allons poursuivre la discussion. Ravi d'être avec vous.